Bonjour madame, bienvenue sur la chaîne de Lycépien. Bienvenue à tous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Mirkovic au sein de l'ICEP. Donc, je vous rappelle que Aude Mirkovic est juriste, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et également porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Nous la recevons aujourd'hui donc justement dans ce cadre de la bioéthique pour tenter de comprendre quelle est l'évolution du droit français en la matière. Donc votre position aujourd'hui en tant que juriste fait l'objet de polémiques. Quel est le but de votre combat, madame ? Écoutez, le but, c'est pas compliqué, c'est la justice. Le droit est le bras armé de la justice. Malheureusement, il est quelque peu dévoyé actuellement et déjà depuis longtemps, mais enfin, il pourrait le redevenir. Et le droit existe dans une société justement pour que les relations sociales ne soient pas régulées par la loi du plus fort. C'est ça son but. Et lorsque c'est la loi du plus fort qui règne, eh bien l'enfant est toujours perdant parce que lui, il est toujours le plus faible. Donc voilà, être la voix de l'enfant, défendre l'enfant dans ce rapport de force qui est malheureusement devenu le droit, c'est ça mon but. Et puis, peut-être un petit peu plus long terme, j'espère contribuer aussi, modestement, mais enfin contribuer justement à sortir la société de ce rapport de force permanent. Et concrètement, ça passe par la réinstitution du droit, comme ce qu'il est, et de lui redonner sa finalité qui est la justice. Voilà, de telle manière que la société et les relations sociales puissent être ordonnées à la recherche du bien commun, plutôt que dans ce combat permanent. Alors, je voudrais revenir sur la famille, puisqu'à une certaine époque, où le droit protégé et encadré une vision qui est aujourd'hui qualifiée de classique ou traditionnelle de la famille, à savoir, par exemple, qui se fondait sur l'union entre un homme et une femme. Cette vision, donc aujourd'hui, est-ce que la juridiction actuelle en la matière constitue une rupture avec cette conception classique, ou alors est-ce justement juste une évolution logique, on va dire, qui s'inscrit dans la continuité de la libéralisation de la société ? Et s'il s'agit d'une rupture, quel serait le point de basculement ? Est-ce que ce serait la loi Veil ou un autre événement qui aurait constitué ce basculement ? En fait, c'est un peu les deux, parce que la pensée moderne considère tout ce que l'homme n'a pas choisi comme une entrave à sa liberté. Et une entrave dont il faudrait se débarrasser pour être libre et être heureux. Donc, comme par définition, on ne choisit pas sa famille, eh bien, la famille se retrouve la cible numéro 1 de cette émancipation. Et il faudrait que tout soit affaire de volonté et de choix librement consentis. Il faudrait qu'on adhère à tout. Mais le problème, c'est que ça peut marcher jusqu'à un certain point, parce que, évidemment, que la liberté existe, et heureusement, mais elle ne peut s'exercer que dans les limites du réel, sinon elle devient illusoire. Donc, en ce qui concerne la famille, par exemple, en matière de filiation, au fil des réformes, on veut détacher la filiation de la référence à la réalité charnelle de la procréation pour la fonder sur la seule volonté des adultes, sur le projet parental, sur l'intention. Mais on a beau ignorer la réalité, en fait, elle ne disparaît pas pour autant. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et on voit aujourd'hui les jeunes issus des PMA avec donneur, donc dans le cadre desquels la volonté de l'adulte a mis de côté la réalité biologique de la filiation au profit de son propre projet personnel. Eh bien, les histoires douloureuses de tous ces jeunes issus des dons qui se lancent dans des quêtes de leurs origines, qui sont en recherche d'identité, qui se recherchent des demi-frères et sœurs, qui créent des associations pour ça, eh bien, ça montre bien les limites du système. Et autre exemple plus récent, le 9 février dernier, la Cour d'appel de Toulouse a inscrit sur l'acte de naissance d'un enfant son géniteur comme père, donc un homme qui était le mari de sa mère et qui avait demandé le changement de la mention de son sexe à l'état civil. Je dis bien la mention de son sexe, parce que le sexe, on ne le change pas. On peut changer l'état civil, on peut changer l'apparence grâce aux hormones et à la chirurgie, mais fondamentalement, c'est toujours incomplet. Bon, bref, donc cet homme avait demandé le changement de la mention de son sexe à l'état civil et était donc devenu femme à l'état civil. Mais il avait conservé son corps d'homme et ses attributs masculins, et donc il a engendré cet enfant dans le cadre d'une relation avec celle qui était toujours sa femme. Et la Cour d'appel de Toulouse l'a indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant, mère. Donc c'est la volonté qui se fait toute puissante rentre dans ce mirage d'une mère géniteur par fourniture des spermatozoïdes. Mais la réalité, elle demeure. Et là, l'enfant est privé de la réalité de son état civil, mais l'état civil n'a pas de pouvoir magique. Donc, à la fois, toutes ces réformes ou décisions de justice,
elles s'inscrivent dans une suite logique, comme vous dites, si tant est qu'on puisse parler de logique, parce qu'elles sont toutes dans le même mouvement de faire prévaloir la volonté sur la réalité. Mais en même temps, à chaque fois, c'est une rupture de plus avec quoi? Justement, avec le réel. Ça va de plus en plus loin. Très bien, merci. Alors du coup, en tant que juriste qui mène un véritable combat juridique, pensez-vous que le problème actuel qui entoure la question du droit à l'enfant constitue un enjeu fondamentalement juridique ou trouve-t-il des racines plus profondes et si oui, du coup, lesquelles? Alors écoutez, si on ne parlait ici que d'une question strictement juridique, inutile de vous dire que j'y passerai pas mes week-ends et mes soirées, parce que j'aime bien le droit, mais enfin, il y a quand même des limites. Donc déjà, je ne sais même pas s'il y a des questions qui sont seulement juridiques, parce que le droit, c'est un outil, c'est un moyen grâce auquel on organise les relations sociales selon un certain projet, en fonction de choix. Mais justement, le choix, le droit, c'est cet outil qui va permettre de formaliser ces choix qui sont des choix politiques, qui sont faits avant. Alors certes, il y a certains textes qui sont plus importants que les autres, des textes fondamentaux, des textes internationaux, qui ont une valeur supérieure, justement dans lesquels on a coulé ce projet de société, mais voilà, il demeure quand même à la fin un moyen, et qui sont censés orienter le législateur. En ce qui concerne l'enfance, on a la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, mais elle aussi, c'est un outil. C'est-à-dire que moi, si l'enfant est une personne et qui ne peut pas faire l'objet d'un contrat de don ou de vente dans le cadre d'une gestation pour autrui, pas seulement parce que la Convention internationale des droits de l'enfant dit que c'est une personne, même si elle ne le disait pas, et même si elle disait l'inverse, le combat pour l'enfance resterait. Donc oui, la dimension juridique, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, est très importante parce que justement moi je suis sur ce créneau-là, sur ce terrain-là, mais c'est loin d'épuiser la question et c'est loin d'être le seul. Et d'ailleurs, toute la question anthropologique est première et bien plus important. Le droit arrive après, mais enfin c'est un des aspects. Alors, je continue du coup. La question de l'autodétermination du genre, notamment par l'enfant lui-même, constitue l'un des sujets qui fait l'objet de nombreux débats et qui connaît des évolutions. Pourriez-vous nous faire un rappel de la situation actuelle en France, sur le plan juridique? Où en sommes-nous vis-à-vis du droit de l'enfant à déterminer son genre? Alors, déjà, le droit, en tout cas l'état civil, ne connaît que le sexe des individus. Le sexe est un donné objectif qui n'est pas que biologique, mais enfin qui a une dimension biologique qui est première et fondamentale. Un sexe qui n'est pas assigné aux individus, contrairement au vocabulaire qu'on entend parfois, mais qui est constaté. On peut constater le sexe du bébé même avant même la naissance, grâce à l'échographie, et en tout cas, il est confirmé à la naissance. Alors, il y a quelques cas extrêmement minoritaires dans lesquels on a une difficulté à constater le sexe et on aura besoin de discussions médicales, justement, pour arriver à ce constat. Non, jamais il ne s'agit de décider de façon arbitraire si on a affaire à un garçon ou une fille. Donc, voilà, ça, c'est ce que connaît l'état civil, ce sexe. Et il y a une tendance, aujourd'hui, qui exige en fait de prendre en considération non pas le sexe biologique enfin le sexe des individus, mais leur ressenti intime, subjectif, évolutif éventuellement, que l'on appelle l'identité de genre. Concrètement, on parle de la conviction intime ou du désir intime qu'a la personne d'être un homme ou une femme, tantôt l'un, tantôt l'autre, dans un contexte de fluidité de genre, ou ni l'un ni l'autre. Voilà. Et cette identité de genre, eh bien, certains voudraient qu'elle disqualifie le sexe pour prendre sa place comme fondatrice des relations sociales. Et ça passe par la revendication justement de la modification de la mention du sexe à l'état civil, ce que permet aujourd'hui la loi. Ce que permet la loi, et en plus sans modification morphologique des personnes. Donc ça permet le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'une personne homme physiologiquement, qui garde des organes génitaux masculins fonctionnels, puisse quand même être identifiée comme femme à l'état civil. Voilà, ça c'est la situation très schématiquement. En ce qui concerne les mineurs, puisque c'est ça votre question, eh bien la loi, c'est le statut de la minorité, ne leur permet pas donc de changer la mention de leur sexe à l'état civil. Mais d'une certaine manière, la société leur permet de réaliser un changement de sexe de fait, sinon de droit. D'ailleurs, c'est problématique, parce qu'en fait, ça revient à complètement disqualifier la loi. La loi dit pas de changement de sexe, mais nous, on va faire, tant pis, c'est pas grave, on va faire comme si le code civil n'existait pas. Et donc, les médecins, enfin certains médecins, proposent aux enfants et aux adolescents qui présentent ces questionnements liés à leur genre et qui présentent l'intime conviction d'appartenir au sexe opposé à leur sexe morphologique,
Eh bien, il propose des traitements hormonaux, bloqueurs de puberté, et puis ensuite des hormones de l'autre sexe, et même des chirurgies, parce qu'on pense souvent que la chirurgie est réservée aux majeurs, mais en France, des jeunes filles mineures peuvent se faire retirer les seins, subissent des mastectomies de façon habituelle, et ça, à partir de 15 ans. Et on a même visiblement un cas plus jeune. Voilà, donc il y a cet aspect médical, et puis du coup, d'un point de vue juridique, il y a une circulaire de l'Éducation nationale de septembre dernier qui est intervenue pour donner la consigne aux établissements scolaires d'accepter de mettre en œuvre ce qu'on appelle la transition sociale du jeune qui se pense du sexe opposé. La transition sociale, c'est le fait d'être désigné par un prénom qui correspond, que le jeune choisit, qui correspond à ce qu'il se pense, et surtout de l'identifier dans le pronom choisi, c'est-à-dire dans le sexe correspondant. Voilà, alors ça c'est très schématique, donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Si vous voulez, réinvitez-moi, on en reparlera. Mais juste pour quelques remarques, c'est que cette pratique médicale et cette consigne de l'Éducation nationale, bon, mis à part le fait qu'elles ignorent complètement l'interdiction du changement de sexe de droit pour finalement le réaliser dans les faits, eh bien, c'est une attitude qui est irresponsable à l'égard des jeunes concernés, parce que ça ne tient pas compte de plusieurs choses importantes. Première chose, c'est que l'enfance et surtout l'adolescence sont vraiment des périodes de questionnement, de troubles divers, de quête d'identité, de recherche de soi, de trouver qui on est, de construction de soi-même, et que les questionnements liés au genre en eux-mêmes n'ont rien de dramatique. Ça fait partie de cette effervescence de l'adolescence. Et en revanche, un jeune qui fait cette demande révèle une souffrance et un mal-être qui est réel, qui est important, qu'il faut prendre très au sérieux. Et il convient de rechercher les causes. Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Pour rechercher d'où vient ce mal-être, pour donc chercher les causes et essayer de les traiter, de les prendre en charge. Et là, dans beaucoup de cas, cette transition sociale, donc accepter de rentrer dans son schéma, de le traiter, de le considérer de l'autre sexe, en fait, ça ne va pas du tout résoudre ces problèmes, parce qu'il y aura une euphorie pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis une fois que ce sera devenu finalement le quotidien, les problèmes qui existaient à l'origine, ils seront toujours là et ils n'auront pas été réglés. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les adultes en fait s'en remettent à la décision de l'enfant, comme si l'enfant devait décider son sexe, l'enfant ou l'adolescent. Mais le jeune n'a absolument pas la capacité de réaliser l'impact sur sa vie de ce genre de processus. Et c'est pas pour rien que le statut de la minorité, justement, existe. C'est pour protéger les jeunes contre des décisions qui pourraient leur être préjudiciables et qui vont impacter toute leur vie. Et donc l'attitude des adultes qui consiste à dire le jeune doit s'autodéterminer, s'il nous dit qu'il se sent ceci, à nous de le traiter comme tel, eh bien finalement c'est tout simplement une démission de leur responsabilité à l'égard de l'enfant. Et d'ailleurs il ne faut pas exclure que cette responsabilité un jour ou l'autre soit mise en œuvre, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de dégâts, et des jeunes qu'on a engagés, qu'on a laissés s'engager dans ce genre de transition, eh bien, vont regretter plus tard. Et ensuite, ils vont pouvoir reprocher aux médecins, à leurs parents, aux adultes qui les ont finalement encouragés dans cette impasse. Ils vont engager leur responsabilité. Et puis, troisième point, puis alors ça je m'arrête parce que sinon ça va être trop long, c'est que, en fait, je parlais plus précisément de la circulaire, puisque c'est vraiment une consigne claire donnée aux établissements scolaires d'affirmer socialement le jeune. Eh bien, en réalité, elle ne tient pas compte de tous les autres élèves. C'est-à-dire que l'autodétermination, c'est bien si on est Robinson Crusoe sur une île déserte. Mais l'autodétermination, quand on vit aux sociétés, ça a des conséquences sur les autres. Donc on ne peut pas se comporter comme si la démarche ne concernait que l'intéressé, d'ailleurs qu'il soit jeune ou qu'il soit adulte. Et donc concrètement, si un garçon qui s'identifie fille est traité comme fille par la communauté éducative et qu'il a accès aux vestiaires des filles, aux toilettes des filles, aux dortoirs des filles, dans les internats, à tous les lieux d'intimité qui sont réservés à un sexe, que devient, dans ces conditions, que deviennent le respect de la pudeur des autres filles? Bon, on pourrait faire exactement la même chose, le raisonnement inverse pour les garçons, bien sûr.
et même leur sécurité. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des espaces non mixtes. On peut prendre l'exemple du sport aussi. On voit l'injustice qu'il y a. Comment est-ce que les filles vont être motivées pour le cross du collège s'il y a un garçon identifié fille qui court avec elle? Vous voyez. Et puis des sports de contact dans lesquels même c'est carrément la sécurité qui peut être en jeu. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette affirmation du jeune, il y a une tendance notamment avec cette circulaire de l'Éducation nationale, à donner la consigne d'affirmer les jeunes dans le sexe dans lequel ils se pensent. Ce n'est pas la seule voie. Il y a d'autres façons justement d'accueillir la souffrance du jeune, de la prendre au sérieux, de l'aider, de l'accompagner, mais en l'aidant à chercher les causes de son mal-être pour l'aider déjà à s'accepter lui-même et puis si possible à s'aimer lui-même, juste dans les limites qui sont celles de sa nature et de son corps. Très bien, merci. J'aimerais maintenant venir à la PMA et la GPA. Donc la PMA et la GPA et le mariage pour tous sont souvent défendus aujourd'hui comme des progrès qui ne présentent que des avantages. Mais y a-t-il un grand ou des grands perdants face à cela? Si oui, quels seraient les grands perdants des lois actuelles sur la PMA? C'est sûr que à court terme, le perdant immédiat, bien sûr, c'est l'enfant, puisque les adultes définissent leur projet. Et puis ensuite, l'enfant doit correspondre au projet et s'adapter au projet. Et au passage, donc si à chaque fois qu'on fait des PMA avec donneur, concrètement, parce que c'est de ça dont il s'agit, eh bien l'enfant va voir sa filiation biologique effacée, mise de côté, au profit d'un parent d'intention. Donc un donneur de sperme va être remplacé par un père d'intention, ou alors il sera remplacé par personne lorsque la PMA est pratiquée au profit d'une femme célibataire qui est inséminée par un donneur. Donc la lignée paternelle va demeurer vacante. Et puis quand il s'agit de réaliser le projet parental de 2 femmes, dans ces cas-là, non seulement le géniteur, le père biologique est effacé, mais il n'est pas remplacé par un père d'intention. C'est toute la lignée paternelle, la branche paternelle de l'enfant qui est effacée au profit d'une deuxième mère. Donc ces aménagements, pour prendre un euphémisme de la filiation, font qu'il est privé déjà de la réalité de sa venue au monde et puis de sa filiation biologique. Alors, heureusement, personne n'est condamné à rater sa vie pour si peu. C'est-à-dire que la vie suscite à chacun des difficultés, des challenges qu'il faut... Mais enfin, justement, elle se charge suffisamment comme ça de générer des situations compliquées pour qu'on évite de les créer délibérément et surtout pour que la loi ne s'en mêle pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que certaines personnes fassent des choix en matière de procréation qui sont plus ou moins heureux. Ça, je veux dire, c'est une chose. Et puis elles ont l'impression que leur choix est bon. Le problème, c'est quand la loi entérine l'injustice. Donc qu'un enfant n'ait pas de père dans les faits en raison de l'irresponsabilité des uns ou de l'égoïsme des autres, eh bien, on va faire avec et on va essayer de gérer ça au mieux. Mais si c'est la loi qui efface la branche paternelle de l'enfant dans le code civil, alors là, on tombe dans l'injustice institutionnelle et c'est beaucoup plus grave. Donc le premier perdant, c'est bien sûr l'enfant, mais c'est pas compliqué de comprendre que c'est la société tout entière. Déjà parce que ces enfants, ils vont devenir les adultes de demain. Or, l'injustice produit l'injustice, elle produit le ressentiment, elle produit toujours des effets négatifs. Donc toutes ces personnes qui auront subi l'injustice, eh bien, comment est-ce qu'elles vont se construire déjà? Comment est-ce qu'elles vont se construire? Et elles-mêmes, comment est-ce qu'elles vont se comporter? Rien n'est obligatoire, parce que chacun est libre. Et quoi qu'on ait vécu, on est toujours libre et maître de ses décisions, mais quand même, on est plus ou moins aidé ou pas. Et il y a des psychologues justement qui expliquent que quelqu'un qui a subi l'injustice, ensuite lui-même, je ne dis pas les malheurs de la vie. Les malheurs de la vie, c'est autre chose. Les malheurs de la vie, tout le monde en a et on fait avec. Et justement, ça peut être l'occasion de beaucoup de solidarité, d'être aidé et de se dépasser. L'injustice, ce n'est pas les malheurs de la vie, c'est les décisions des hommes. C'est tout à fait différent. Donc quelqu'un qui a subi l'injustice, eh bien, il y a un fort risque que lui-même ensuite développe ce qu'on appelle la toute-puissance. C'est si moi on m'a traité comme ça veut dire que tout est permis. Et moi, je peux faire ce que je veux. Et donc, la qualité du lien social va forcément s'en ressentir. Voilà, en dehors des difficultés objectives et réelles de construction de soi que beaucoup vont avoir, pas tout le monde, mais beaucoup, et en plus de cette, justement, l'injustice institutionnalisée ne va pas servir du tout la qualité du lien social. Et puis de façon un peu plus générale, on comprend bien que tout le monde est perdant à chaque fois qu'un faible est malmené par la loi.
Parce que nous vivons tous en société et nous sommes tous potentiellement les faibles de demain. Si jamais en sortant d'ici, j'ai un accident et que je me retrouve en fauteuil roulant, c'est moi la faible. Voilà. Hein. Donc, si nous vivons dans un contexte social où les plus faibles sont respectés, sont protégés, on est tous en sécurité. En revanche, si le message que la société envoie, c'est que le plus faible, eh bien, on peut s'en servir, on peut le malmener pour arriver à nos fins, alors nous sommes tous en danger. Hein, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera nous. Voilà. Donc c'est pourquoi on n'a vraiment rien à gagner. C'est pas une découverte. Hein. L'injustice ne produit rien de positif. Mais on peut pas se dire, de toute façon, ça me concerne pas. Moi, de toute façon, Non, en réalité, c'est vraiment la société entière qui est concernée par toutes ces réformes. Merci. Donc, vous parliez de GPA, de PMA et puis aussi des lois qui évoluent. Et donc on a vu récemment qu'il y avait des propositions de loi, notamment pour l'avortement en termes de semaines, de passer de 12 à 14 semaines. Donc est-ce qu'il y aurait des limites infranchissables ? Y a-t-il des curseurs qui doivent toujours être repoussés au nom des droits individuels ? Voilà, ou y a-t-il des limites quand même par les défenseurs de l'avortement, où on pourrait aller finalement jusqu'au bout Alors, bonne question. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai parlé du droit qui a été dévoyé. Et je vous ai dit, il y a une tendance aujourd'hui qui fait prévaloir la volonté. Qui fait prévaloir la volonté surtout, y compris le réel. Alors la volonté sur les droits d'autrui et même sur le réel, sur la réalité. Eh bien, cette volonté, en fait, elle est sans limite. Les limites, justement, c'est autrui. C'est le concret, c'est le réel. Donc à partir du moment où on s'affranchit et qu'on entend dépasser ses limites, elle est sans limite. Donc non, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, on voit bien, aujourd'hui, il existe la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un texte supranational, donc qui a une valeur supérieure à la loi française et qui dit beaucoup de choses admirables, hein, justement qui tient compte du statut de l'enfant, qui est un statut de grande fragilité et qui a des besoins fondamentaux. Et pour tenir compte de cette réalité-là, les États se sont engagés à respecter un certain nombre de droits pour les enfants. Bon, mais malheureusement, ce texte n'est pas appliqué. Parce que ce qui est recherché là, ce n'est pas la justice, justement la justice qui suppose de tenir compte des droits d'autrui. C'est le droit est utilisé comme une machine à satisfaire les revendications individuelles et à réaliser les désirs. Mais par définition, les désirs sont sans limite. Donc il ne faudra pas chercher la limite de ce côté-là. Et la limite, quand même, on peut la retrouver. Justement, il s'agit de revenir à la finalité du droit. Le droit a pour raison d'être et pour finalité la justice. Donc ce n'est pas du tout le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Nous vivons dans un contexte de positivisme juridique. Donc il y a un système dans lequel la loi telle qu'adoptée, alors la loi, les règlements, etc., enfin, donc voilà, le droit positif, donc le droit adopté par les autorités compétentes, épuise le droit. Donc la loi, c'est le droit. Peu importe qu'elle se conforme à des valeurs supérieures, parce que justement, on refuse toute valeur supérieure. Hein. Donc le droit se confond avec le droit positif. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle le volontarisme, hein, c'est que le droit, c'est un produit de la volonté. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, hein. C'est la définition de la loi donnée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi est l'expression de la volonté générale. Donc quand on dit ça de façon superficielle, on se dit oh, pourquoi pas, c'est super. Mais le problème, c'est que ça fait du droit un produit de la volonté. Alors, je ne vais pas dire jusqu'à 1789, parce que la pensée moderne qui a justement rompu avec la pensée classique du droit, elle était bien antérieure, mais c'est quand même ce texte est emblématique de cette évolution. La pensée classique du droit, qu'on appelle le juste naturalisme, eh bien, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Évidemment que la raison humaine est sollicitée, mais elle est sollicitée pour rechercher le juste, des solutions justes. Et elle accepte de les rechercher en dehors d'elle-même, donc de considérer le juste comme un objectif transcendant. C'est pas moi qui décide ce qui est juste, c'est pas vous, et ensemble nous allons le rechercher. Et ça, si les gens qui nous regardent là veulent retenir une chose intéressante, c'est qu'il s'agit non pas de décider entre nous ce qui est juste, mais de rechercher. Ça va pas éviter les ratés, les erreurs, même parfois les compromissions, parce qu'on est tous faibles, etc. Mais au moins, il y a une démarche qu'il s'agit d'identifier, de rechercher la justice. Avec la loi et l'expression de la volonté générale, c'est un pur produit de la volonté, qui elle-même n'a rien au-dessus d'elle. Donc du moment qu'on est d'accord, c'est le droit. Donc quand on est dans ce contexte de volontarisme, la volonté est sans limite. Alors quand on a commencé à voir les dégâts de ce volontarisme, on a cherché à mettre des garde-fous. Alors on a trouvé les droits de l'homme qu'on a mis au-dessus. Voilà, donc ça a marché pendant quelques temps,
Mais aujourd'hui, les droits de l'homme eux-mêmes, ils servent de machine à satisfaire les revendications individualistes. Et donc, eux-mêmes ont montré leurs limites. Voilà, donc il faut vraiment sortir de cette idée que la volonté humaine est sans limite. C'est une illusion, c'est un mirage. On peut écrire sur les actes de naissance d'un enfant un géniteur comme mère, ça ne change pas la réalité de l'engendrement de cet enfant. Donc c'est un mirage, ce volontarisme sans limite. Il vaut beaucoup mieux revenir dans les limites du réel. Et une fois dans les limites du réel, c'est-à-dire, bon, en fait, la loi, elle n'a de légitimité que si elle est juste. Donc la justice, c'est pas nous qui la décidons, nous la recherchons. Voilà. Et avec ça, on devrait pouvoir trouver des limites. Pensez-vous que l'ensemble de la société se sente réellement concernée par l'ensemble de ces débats autour des enjeux bioéthiques contemporains, ou y a-t-il une forme de désintéressement ? Alors, on ne peut pas s'intéresser à tout en permanence. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas sur tous les sujets, ça c'est vrai. Et il y a en effet une forme de désintérêt, mais qui est plus global. C'est un désintérêt pour la chose publique en général, pour la politique en général, mais la politique au sens large, hein, je ne parle pas des élections strictement, pour tout ce qui concerne justement la vie sociale, et tout ce qui, parce qu'il y a une forme de lassitude, de découragement. Et il faut dire que tout ce qu'on a décrit avant, hein, justement, ce rapport de force auquel on assiste en permanence au Parlement, ça donne pas tellement envie de se sentir concerné, parce qu'on se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Bon, bah alors autant rester chez moi. Hein, voilà. Donc, je caricature. Ensuite, il y a une deuxième chose. Alors ça, c'est vrai que, justement, on peut retrouver le sens des responsabilités sociales en se disant, oh, non, je ne peux pas me dire ça. Nous avons tous une responsabilité. Hein. On sera tous au tribunal de l'histoire. Et si on se permet de porter des jugements parfois très péremptoires sur des époques qui ont pu tolérer dans l'indifférence généralisée telle ou telle réforme qui nous paraît aujourd'hui inique, et c'est pas ça qui manque dans l'histoire, et ben c'est pas pour se dire, ben moi en 2022, je suis pas concerné par ce qui se passe dans la société. En réalité, nous sommes tous concernés. Alors on peut faire un petit peu, on peut faire beaucoup, mais à chacun de trouver sa place. Bon, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est sur ces sujets-là en particulier, comme sans doute sur d'autres, hein, beaucoup de gens n'ont pas réalisé la mesure de ce dont on parle. Il faut dire qu'on ne les y aide pas. On parle de la GPA. Qu'est-ce que quelqu'un qui ne s'est pas renseigné par lui-même connaît de la GPA? Il connaît des émissions de télévision où il voit des photos, des films d'enfants souriants, avec des parents souriants qui ont eu des enfants par GPA. Bon, franchement, si on s'arrête là, il n'y a pas de raison d'aller se battre pour protéger les enfants contre ça. Hein. En revanche, si on approfondit un petit peu plus, on se rend compte que le contrat de GPA emporte la disposition d'un enfant, parce qu'il s'agit de... On ne donne ou on ne vend que ce qui nous appartient. Hein. On pourra mettre toutes les conditions qu'on voudra, à la fin, l'objet du contrat, c'est l'enfant. On parle de gestation pour autrui, mais c'est pas la grossesse, la finalité du contrat. Imaginez que la mère porteuse dise à ses clients, voilà, j'ai mené la grossesse, j'ai accouché, maintenant payez-moi. Non, on vous payera quand on aura l'enfant, n'est-ce pas? Donc l'enfant, c'est vraiment l'objet du contrat. Voilà, donc ben ça, évidemment, il n'y a pas une émission de télévision qui va nous l'expliquer. Hein. Donc, on pourrait, de la même manière qu'on ne peut pas encadrer l'esclavage, c'est vrai qu'on a tenté une époque d'encadrer l'esclavage, et c'était déjà un progrès, hein, que le maître n'ait pas droit de vie ou de mort sur lui, qu'on soit obligé de le nourrir correctement, de le soigner. Et ça restait de l'esclavage. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encadrables. Et ça, c'est vrai qu'il faut avoir soi-même fait l'effort d'aller se renseigner et réfléchir pour le réaliser. Donc, je pense que peut-être que des vidéos comme celles que vous faites, justement, peuvent servir à cette prise de conscience. Tout à l'heure, on a parlé des transitions de genre là, chez les jeunes, mais la circulaire Blanquer a donné la consigne d'accepter la transition sociale des enfants. On l'appelle du prénom qu'ils souhaitent, et on l'identifie dans le sexe qu'il revendique. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, avec de bonnes intentions, que ce qu'on appelle cette transition sociale, du moment qu'il n'y a pas d'hormones et qu'il n'y a pas de chirurgie, en fait c'est une période neutre qui donnerait à l'enfant le temps de passer un mauvais cap, de réfléchir, et qui n'y aurait pas de conséquences. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la transition sociale, elle n'a rien d'anodin, et elle engage déjà l'enfant dans un processus dans lequel il perd beaucoup sa liberté. Et il sera très difficile en réalité de revenir en arrière. Les jeunes qui ne sont pas affirmés socialement, dans l'immense majorité des cas, finissent par se réconcilier avec leur sexe biologique, alors que quand ils sont engagés dans cette transition sociale, dans une majorité écrasante, ils vont persévérer vers la transition médicale. Vous voyez, donc certains professeurs, par exemple, vont penser, finalement, bien faire
en acceptant cela, alors qu'en réalité, ils enferment, enfin ils contribuent à engager et peut-être à enfermer le jeune dans ce processus dont il n'arrivera plus à sortir, ou en tout cas il sera privé de liberté pour s'accepter lui-même. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout un travail de prise de conscience auquel nous pouvons tous contribuer. À chaque fois qu'on discute, qu'on explique, qu'on débat, on contribue à cela, à ce que les choses importantes soient envisagées comme telles. Merci beaucoup. Merci, madame. Madame Mirkovic, merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour cet entretien. Si notre vidéo vous a plu, merci de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci.